Je crois que le premier objectif de LinkedIn qu'il faut se fixer, c'est rencontrer des personnes, d'accord, dans un premier temps. Je suis persuadé qu'en rencontrant des personnes, et ça m'est arrivé, on n'est pas forcément là pour faire une vente de suite, mais la personne au moins saura qu'on existe. Et peut-être que dans 2 3 mois, elle pensera à nous. Donc c'est vraiment sur du moyen terme. Moi, j'essaie de me fixer comme objectif dans mon acquisition, c'est rencontrer des personnes. Bienvenue sur le podcast Interaction, animé par Julien Pibouret, consultant en social media. Et Julien Bréal, formateur et consultant en acquisition de clients sur Internet. Chaque semaine, nous allons à la rencontre des professionnels du digital qui partagent avec nous leur histoire et leur expertise. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des podcasts Interaction. Une fois par mois, on a décidé avec Julien de vous faire un retour d'expérience sur les tests qu'on peut faire un peu au quotidien sur différentes plateformes, différentes techniques qu'on a pu utiliser. Et aujourd'hui, on a décidé de passer 30-40 minutes à vous parler de LinkedIn pour vous dire un petit peu ce qu'on fait dessus, les retours qu'on a, les retours si on arrive à capter des clients ou pas, à faire de l'acquisition, et un peu les différentes stratégies qu'on met en place dessus. Donc du coup, pour démarrer, le point de départ, je pense, sur LinkedIn, c'est de parler du profil, c'est d'avoir un bon profil. Du coup, je vais te poser directement la question, Julien. C'est quoi les quelques conseils que tu peux donner pour avoir un bon profil sur LinkedIn? Tout à fait, mais d'abord, bonjour à tous. Alors LinkedIn, c'est clairement, je pense pour moi, un réseau qui est vraiment sous-exploité. J'ai eu l'occasion plusieurs fois d'en discuter avec des personnes, même que je coach sur ce réseau-là. Clairement, déjà, ce qui est hyper important, bien sûr, c'est la photo. Là, je pense on va rien vous apprendre. Moi, je conseille vraiment de faire une photo limite, voilà, fond blanc. Pas forcément quelque chose, je dirais, voilà, les gens ont souvent l'habitude aussi d'avoir des photos type un peu même costard-cravate. Moi, j'ai envie de dire aussi, soyez un peu comme vous êtes, soyez authentique. Mais voilà, on est quand même sur un réseau professionnel, donc quand même quelque chose qui est pas à négliger. Moi, et après, il y a vraiment deux, trois points pour moi qui sont vraiment qui sont fondamentaux. C'est le résumé du profil LinkedIn. Moi, je considère qu'il faut être dans une approche vraiment, on essaie d'apporter de la valeur, d'accord. Il faut pas, on voit trop souvent des gens, notamment qui cherchent des emplois, qui cherchent des stages. Et c'est le cas quand on forme des gens dans les écoles où en fait la personne se pose déjà en attente de quelque chose. C'est-à-dire elle dit déjà je recherche quelque chose. Moi je crois qu'il faut vraiment montrer directement ce qu'on peut faire, ce qu'on peut apporter à l'autre. Et moi par rapport à ça je vous conseille vraiment, déjà vous pouvez aller regarder nous ce qu'on a mis sur nos résumés, je pense que c'est un bon exemple. Mais moi par exemple j'ai pris exemple sur un expert qui fait ça, qui s'appelle Bruno Friedlanski, qui notamment directement dans son CV, dans son résumé, pardon, montre ce qu'il peut vous apporter. Voilà. Qu'est-ce qu'il a de plus pour notamment intégrer votre structure, qu'est-ce qu'il a de plus pour vous accompagner par rapport à ça. Après, bien sûr, ce qui est aussi hyper important, c'est de le remplir au maximum. Ça paraît vraiment couler de source, mais beaucoup trop de gens encore aujourd'hui remplissent, je dirais, aussi leur profil LinkedIn un peu rapidement. Donc faites vraiment l'effort de marquer aussi vraiment vos différentes expériences. Et si vous avez fait des projets particuliers, si vraiment vous avez l'occasion de créer des choses, en particulier sur le digital ou sur les réseaux sociaux, mettez-les en avant directement. Je crois que c'est vraiment, pour moi, c'est les choses qui sont les plus importantes pour vraiment paramétrer son profil LinkedIn. Et sur la photo, il y a souvent la question, est-ce que couleur, est-ce que noir et blanc? Est-ce que là-dessus, tu as un Alors, point de vue? sur la photo, moi, je j'ai pas forcément d'avis sur ça, sur noir et blanc en couleur. Moi, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ma photo là, après, je l'ai fait tester, par exemple, sur un outil qui s'appelle Photo Filler et qui permet directement en fait, d'avoir des votes de différents internautes. Moi, j'ai eu quoi? J'ai eu à peu près 80 votes. Et là, en fait, il y a des grilles de lecture où en fait, on vous dit si la photo elle a un aspect un peu business, si elle a un aspect un peu expertise. Et ça permet, par exemple, de faire des tests, voilà. Mais après, encore une fois, la photo aujourd'hui, c'est hyper important, mais moi je pense que déjà, soyez un peu comme vous êtes, mais sûr, ne faites peut-être pas une photo, peut-être en t-shirt, quelque chose comme ça, mais vraiment, voilà, mettez-vous sur un fond blanc. Aujourd'hui, avec un smartphone, on peut faire des choses tout à fait professionnelles. Des photos de soirée, ça arrive. Il y a eu quelques profils passés avec une photo un peu de soirée, qui peut Ouais, peut-être dégoûter. moi, les photos de soirée, j'éviterai, Ouais. voilà, parce que LinkedIn, clairement, le but après, c'est quand même aussi de développer son réseau professionnel dans un premier temps et de montrer aussi son expertise. Donc moi, je serais plutôt partant pour ça. Ok. Du coup, là, t'as partagé quelques conseils sur la partie profil. Sur la partie contenu, qu'est-ce que toi, de ton côté, tu as expérimenté depuis le mois d'août? Qu'est-ce qui Ouais. fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne Alors, pas? sur la partie contenu, moi, j'avais clairement commencé, quand je travaillais du coup pour l'agence Confluence,
j'avais clairement, je m'étais aperçu que quand notamment, vous savez que sur LinkedIn, maintenant, on peut créer des articles. Il y a aussi une plateforme qui héberge les articles qui s'appelle Pulse. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu en recul, ça. Je crois qu'on ne la voit plus directement sur la partie accueil de LinkedIn. Mais clairement, moi, je m'étais rendu compte que quand je publiais un article, automatiquement, ça envoyait une notification à l'ensemble des personnes qui me suivaient sur LinkedIn. C'est pour ça que j'avais un intérêt pour faire ça. Mais je me rends compte que ça n'a même pas forcément beaucoup de visibilité aujourd'hui. Moi, j'avais commencé comme ça à créer du contenu. Et après, je m'étais posé la question. Alors, je m'étais fait notamment, j'ai un cahier, moi, Evernote, où je note mes idées dessus, sur téléphone. Et je me dis, voilà, quels sont les sujets que je pourrais aborder, quels conseils je pourrais apporter aux gens. Alors, j'essaie de me positionner en tant qu'un peu expert. Et moi, je fais des découvertes au quotidien sur ce que je peux faire sur les différents réseaux sociaux. Et donc, pour moi, LinkedIn, c'est un moyen de pouvoir toucher directement des personnes intéressées et de leur montrer aussi comment on peut progresser facilement. Voilà. Alors, du coup, concrètement, qu'est-ce que tu partages? Alors concrètement, ce que je partage, ça peut être des outils que je découvre, ça peut être des extensions, ça peut être aussi des livres, des ressources que je viens de terminer. Ça peut être aussi, je partage aussi notamment des vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube, voilà, où notamment aujourd'hui je me concentre plus sur la partie tutoriel, voilà, où je fais des vidéos un peu plus longues, mais je considère aussi que montrer aussi son expertise, c'est pas forcément, on peut se permettre de faire un contenu un peu plus long s'il est intéressant. Bon, moi je fais ça. Euh, je, je reprends aussi quand je vois des contenus pertinents aussi sur LinkedIn, j'hésite pas aussi à les reprendre, voilà. Mais moi, par exemple, sur l'ensemble des contenus que je partage, j'essaie vraiment de faire en sorte quand même que quasiment 80% de ce que je fais, ce soit moi qui parle à mon nom. C'est-à-dire, je fais un post ou je fais un article. Voilà. La reprise de personnes, c'est intéressant, mais nous, vu que par exemple avec Julien, on a une activité qui est assez régulière, moi, par exemple, j'essaie de me fixer un objectif plus ou moins un post par jour. Je fais en sorte plutôt de parler vraiment en tant que Julien Pibouret, plutôt que de reprendre ce que font d'autres personnes. Donc moi, je me positionne plus sur ça et j'essaie après vraiment de me faire une liste de choses que je pourrais aborder directement. Et après, sur mes publications, j'essaie de faire en sorte, notamment sur la première phrase que je fais, alors ça marche pas tout le temps, il n'y a pas de vérité, mais première phrase, j'essaie souvent, soit si je peux, je pose une question, ou sinon j'essaie d'entrer en empathie avec la personne. C'est-à-dire que j'essaie un peu de faire une phrase qui sera moins, je dirais, froide. Alors c'est un peu, peut-être c'est pas à expliquer comme ça, peut-être je vous conseille d'aller voir un peu les derniers posts que j'ai fait, mais voilà, n'oublions pas quand même qu'on est des êtres humains et même si LinkedIn c'est un réseau qui favorise un peu plus, je dirais, le texte que sur les autres réseaux, c'est quand même important d'avoir, je pense, une phrase d'accroche qui vraiment permet d'attirer un peu l'attention. Donc moi j'essaie un petit peu de faire ça. Donc c'est une phrase d'accroche par exemple qui peut jouer sur l'émotion, qui peut jouer sur le côté, sur ma personne à moi, en me mettant en avant en tant que Julien Picouret. Ouais, moi j'avais fait un test, je crois que le post qui a mieux marché jusqu'à maintenant, c'est celui où j'expliquais il y a quelques années, je m'étais fait virer au bout de 2 mois. Et celui-là a dépassé les 90 000 vues. Donc je pense Ouais, qu'il y a en effet une part à la fois côté pratique, des outils, comme tu le disais, des plugins, et aussi il y a quand même ce qui fonctionne bien, ça reste les histoires, le storytelling reste essentiel tout dans à la fait, façon dont tu tout à fait. racontes, avec des Ça, posts ouais. assez longs, parce qu'on a quand Ouais, même 1300 caractères, ce qui est à la fois ce qui peut être long, mais en même temps, finalement pour Internet, qui reste un format assez court, et en général, les gens aiment ça en fait. Les gens aiment ce genre, enfin, en tout cas, aiment le storytelling et cherchent ça en plus. Et c'est des contenus qui fonctionnent, en tout cas pour moi, beaucoup mieux que des guides que je vais partager ou des outils. Même si les guides permettent de montrer mon expertise, le storytelling permet aussi de raconter, enfin de me raconter en fait. Du coup. Et on une viralité beaucoup plus importante. Alors je sais que certains font des 400 000, voire 1,5 million en termes de vues sur un post. ouais, j'ai vu, Donc, ouais. du coup, ça veut dire qu'on a encore de la marge. Mais du coup, la viralité sur LinkedIn marche très très bien avec des posts. Déjà, de toute façon, sur LinkedIn, aujourd'hui, nous, par exemple, moi, je crois que je dois avoir à peu près, je pense, 1400 personnes qui me suivent. Ce qui est bien aussi sur LinkedIn, c'est automatiquement, quand on a une connexion, automatiquement, ça se transforme en abonné. Donc, voilà, moi aussi, je fais en sorte de mener aussi quelques actions un petit peu de gros hacking, où je suis aussi de façon automatique des personnes, bien sûr en personnalisant la demande. Voilà, j'insiste bien aussi sur ça. On n'envoie pas forcément de messages aussi de demande en relation automatique. Même si ça m'arrive d'en accepter, mais voilà, n'oublions pas aussi qu'on est des êtres humains. Et moi, je considère qu'il faut être sur quelque chose quand même de personnaliser un peu la demande. Mais moi, c'est vrai que par exemple aujourd'hui, le contenu qui a le mieux fonctionné pour moi, je pensais pas du tout, j'ai été un peu dépassé par la viralité. J'ai atteint 60 000 vues sur le post. J'ai partagé un outil que j'ai découvert. Voilà. Et des fois, on se rend compte que pour nous, en tant qu'experts,
partager quelque chose, pour nous, ça n'a pas forcément une grande signification parce que on se rend compte que si on demande à des gens qui font le même métier que nous, ils vont connaître. Mais quelqu'un qui débute, quelqu'un qui veut progresser, pour lui, ça peut être une réelle valeur ajoutée. Donc je crois qu'il faut aussi se positionner en tant que réel aussi pédagogue et vraiment aussi essayer de vulgariser au maximum ce qu'on fait. Voilà. Et ça, moi, clairement, je l'ai expérimenté par rapport à ça et je vais poursuivre dans ce sens parce qu'on se rend compte que aussi LinkedIn, pour moi en tout cas, on en parlera sur la fin du podcast, mais que ça peut vraiment être un réel canal d'acquisition. Ça, j'en suis vraiment persuadé. C'est quoi l'outil que tu avais partagé? Alors j'avais partagé une extension pour justement pouvoir espionner les publicités de ses concurrents sur Facebook. Voilà. Et bon, moi c'était une extension que j'ai découvert, voilà, mais qui pour moi ne représentait pas, qui était intéressante. Mais il y en a plein d'autres qu'on peut partager. Et bon, je pense qu'aussi le titre a bien parlé aux gens, voilà. Et les gens ont partagé. Et surtout, ce qui était intéressant aussi sur LinkedIn, c'est que la durée de vie du message, j'ai dû publier ça il y a un mois. Et encore une semaine, j'avais des interactions sur la publication. Voilà. Ouais, et continue à tourner. Voilà. Et aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Les réseaux sociaux aussi, il y a une obésité d'information qui est très importante. Et la durée de vie des messages sur Twitter, et, par exemple, hier soir j'en parlais, on est sur une durée de vie qui peut être, des fois ça peut durer 20 minutes, et son message il est plus vu. Il est vraiment, plus personne ne va le voir. Donc, sur LinkedIn, c'est aussi ça comme opportunité, c'est pouvoir aussi avoir une visibilité plus importante et sur un moment aussi plus important. Disons que peut-être l'opportunité actuellement sur LinkedIn, c'est que je crois qu'on parle de 14 millions de membres en France. Bon, Ouais, après, combien se connectent une fois par mois? Ouais. Je sais pas si. Je pense que 14 millions, c'est l'ensemble des inscrits. Maintenant, je sais pas, il y a combien de gens qui viennent Actifs. actifs, qui viennent au moins une fois par mois. Je pense que la différence entre les deux, c'est qu'il y a plus de gens qui parlent sur Twitter parce que plus facile, parce que voilà, sachant qu'on c'est un peu toujours la même chose, c'est 1% de créateurs, 9% qui relaient et puis le reste qui consomme. Et je pense que sur LinkedIn, les gens y vont, mais très peu créent du contenu. Ce qui fait qu'en fait, on a des chiffres. Tu disais, tu as 1400, moi aussi, je suis à 1400, 1500. Et on arrive à atteindre des 60 000 ou des 90 000 parce que les gens sont dessus, parce qu'ils veulent de l'information professionnelle, ils veulent se connecter avec des gens, ils cherchent de la valeur. Mais il y a beaucoup plus de gens qui écoutent et qui lisent sur LinkedIn que de créateurs. Et donc, je pense que l'opportunité, elle est maintenant. C'est maintenant qu'il faut vraiment s'y mettre parce que peut-être que dans 6 mois ou un an, beaucoup plus de gens vont se mettre à rédiger des posts et voire même à faire d'autres contenus, on parlera plus tard. Mais je pense que du coup, la force, elle est là. C'est que la crédibilité de la plateforme fait que les gens se tournent peut-être plus vers LinkedIn en ce moment. Moi, j'ai arrêté il y a 2 mois Twitter. J'avais vu, ouais. J'ai suspendu mon compte parce que je voyais pas trop. Et c'était beaucoup de temps passé, beaucoup de veille, mais je fais déjà de la veille ailleurs et c'était plus un réseau social qui me convenait. Et j'ai souvent en plus tendance à dire qu'il faut se concentrer parfois sur un seul réseau social, c'est largement suffisant quand on voit si on a 14 millions de membres, même si on a 5 millions d'utilisateurs actifs en France par mois, c'est largement suffisant en se disant si j'ai 1 ou 2% de ces gens-là pour mon activité, c'est largement suffisant, pas besoin d'être partout ou d'être sur plusieurs réseaux. Du coup, oui, je pense que l'opportunité, ouais, elle est importante, elle est forte. Il y a peut-être un truc, en effet, que tu te disais, c'est quand le contenu apparaît quand le post apparaît, parce que du coup, on fait la différence entre un post qui est natif et l'article qui est lié à la plateforme Pulse. En fait, il y a que 3 lignes qui sont visibles. Quand tu le vois sur le fil de l'actualité. Tu cliques sur voilà, et moi, j'ai tendance en plus à sauter une ligne entre la première et la deuxième, ce qui fait qu'il y a que 2 lignes qui sont lisibles. Et là, il faut déjà capter l'attention. Je pense qu'on la capte avec la photo. Et puis après, il faut que les gens cliquent sur voir plus pour voir l'ensemble du contenu et le lisent. C'est intéressant parce que quand tu dis photo, c'est-à-dire que tu pars du principe que tu veux toi justement ajouter un contenu. Non, en fait, je pense que les gens s'arrêtent sur ta photo de profil. Ta petite photo ronde, tu vois, je pense que les gens s'arrêtent là en disant ah, je le reconnais beaucoup plus. Et beaucoup plus qu'ils s'arrêtent sur ton prénom ou ton nom parce qu'ils ne le lisent pas. Je pense que c'est la photo, ils reconnaissent un peu le code couleur, ils s'arrêtent dessus. Et ils lisent le texte. Et en fait, c'est simplement si tu arrives à capter l'attention. C'est pour ça que quand moi j'ai fait ma phrase d'accroche il y a quelques années, je me suis fait virer au bout de 2 mois. En fait, ça a hyper bien marché parce que du coup, les gens veulent savoir. Mais pourquoi en fait tu t'es fait virer? C'est quoi l'histoire? Et en plus, il y a l'utilisation du terme virer aussi qui est un peu direct, mais qui est aussi volontaire. Et du coup, là, j'ai eu beaucoup d'interactions et beaucoup de lectures. Enfin, j'ai eu beaucoup de vues là-dessus. Et donc, je pense qu'en effet, il y a cette accroche au point au début qui est hyper importante. Et en fait, on revient à des techniques de
de copywriting Ouais, ouais, de tout à fait. base, Capter de l'attention. capter l'attention, l'intérêt, le désir et après l'appel à l'action. Et je pense qu'on est là. Donc, je pense que raconter des histoires, et donc il faut comprendre comment fonctionne l'outil, mais déjà se concentrer Ouais, sur les deux premières ou en faire un saut de ligne et ces deux premières phrases-là, tout à c'est ça fait. qui va changer en fait. Et en plus, moi je me suis mis un peu sur un challenge, c'est vraiment d'écrire tous les jours, ce qui n'est pas évident. Mais je lisais sur un article américain qu'en gros, il faut s'imposer en fait, il faut s'imposer un rythme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on le fait juste quand on a envie, quand on est disponible, bah, on va peut-être le faire une fois par semaine. Alors, on m'a posé la question, du coup, j'ai vu une personne hier qui me disait, mais est-ce que c'est pas trop, une fois par jour, est-ce que tu risques pas de saturer finalement les gens avec ton contenu? Oui, c'est fort possible. En même temps, c'est un très bon exercice pour moi, pour demain dire, voilà, tel type de contenu, ça fonctionne, ce type de contenu-là ne fonctionne pas, et du coup, demain, de pouvoir conseiller les gens sur, voilà. Donc, après, quel est le juste milieu? Peut-être que d'ici 2-3 mois, je vais réguler et publier moins. Mais là, j'ai un peu ce challenge-là de me dire, tiens, je vais essayer de publier une fois par jour et je vais voir ce que ça donne. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Moi, il y a un bouquin que j'ai lu qui s'appelle Le pouvoir des habitudes. Et c'est clairement, on se rend compte aussi que les gens qui réussissent, c'est les gens qui s'imposent aussi des habitudes contraignantes. Alors, au début, c'est compliqué parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude, mais une fois qu'on a pris justement le coup, moi, c'est pareil quand j'ai tendance à faire mes vidéos. Des fois aussi, je procrastine un peu dessus. Et c'est ce qui me dessert aussi pour avoir la régularité. Mais clairement aussi, il faut bien aussi avoir. Ça, j'ai écouté aussi même un podcast, notamment sur Nouvelle École, qui est un podcast qu'on vous encourage aussi à suivre, qui est vraiment fantastique. Il va à la rencontre de gens qui veulent un peu aussi sortir des sentiers battus. Et lui, carrément, il disait l'expertise, je pense clairement qu'il faut. L'expertise est importante, mais que la notion qui est la plus importante, c'est la régularité. Donc, ça veut dire que clairement, ce qu'on essaie de faire, c'est bien sûr à chaque fois de mettre des messages qui sont pertinents, mais si on n'est pas forcément sûr de ce qu'on dit, si on n'a pas forcément, je veux dire, abouti à 100% son raisonnement par rapport à ce qu'on voudrait dire, on peut quand même se permettre de le publier. Voilà, parce que les gens vont plus reconnaître quelqu'un qui est régulier, et c'est ce que tu disais aussi Julien dans ton propos, par rapport à quelqu'un qui peut-être, alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire des contenus à tout prix, attention, hein, mais ce que je veux dire c'est que en ayant une régularité et en apportant un minimum de valeur par rapport à ce qu'on dit, c'est sûr que les gens vont adhérer à notre discours. Alors du coup, il y a cette fameuse question, parce que je suis comme toi, enfin moi je dis aux gens autour de moi, allez sur LinkedIn, allez-y, rédigez du contenu, partagez de l'information. Et à cette première question, qui est quand même assez difficile à répondre, c'est qu'est-ce que je rédige? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je raconte? Alors moi je fais la distinction entre souvent deux types de contenus. Voilà. Enfin, c'est souvent ce que je dis pour les gens qui se forment. Moi je pense que c'est le plus simple à aborder, c'est j'essaie de dissocier les contenus chauds, les contenus froids. Et en fait je dis ok, il y a les contenus chauds, c'est tout ce qui est sur des contenus qui sont par exemple datés. Voilà, ça peut être je participe à une manifestation, je fais un salon, etc., etc. Je fais une conférence. Voilà, ça veut dire que si j'en parle aujourd'hui, je peux peut-être en reparler un jour après, 2 jours après, mais après c'est terminé. Ok. Et après, pour moi, il y a les contenus froids. Et ça, c'est des choses après qu'il faut lister. Aujourd'hui, on a Evernote, voilà. Sur Mac, il y a plein d'applications aussi qui font ça. Moi, je suis plus sur PC, un peu en retard sur le côté un peu plus geek. Mais clairement, de se dire aussi, qu'est-ce que j'ai comme thématique que je peux aborder, qui seront du coup, elles, intemporelles. Voilà. Et là, ça peut être aussi, je peux très bien me dire, nous par exemple, dans notre cas, on peut très bien dire, chaque lundi, je partage une technique que je viens de découvrir sur tel réseau pour faire par exemple de l'acquisition. Ça peut être le mercredi, je présente une ressource spécifique que je viens de terminer. Ça peut être le jeudi, je présente un expert que j'ai rencontré en face à face. Ouais. Voilà. Et après, il faut lister, il faut lister, il faut lister. Et après, moi, souvent, ce que je dis aussi aux gens que je forme, c'est une fois qu'on a listé, au début, on ne s'interdit rien, d'accord. Les idées sont toutes bonnes, il n'y a que des idées qu'on retient pas, d'accord. Et ensuite, on fait le test peut-être sur une ou deux thématiques, voire trois si on peut, parce qu'après, ça suppose aussi quand même de s'engager sur une régularité. Et moi, je reste aussi persuadé qu'il faut donner des rendez-vous quotidiens aux gens qui vous suivent. Alors, il ne faut pas essayer de parler de tout et n'importe quoi. On se concentre justement sur quelques thématiques éditoriales. Voilà, alors après, éditorial, c'est un bien grand mot, mais je veux dire des thématiques où on a des choses à apporter aux gens. Et on mesure après les résultats, par exemple, un mois, 2 mois après. Voilà. Et après, ce qui fonctionne, on retient. Ce qui ne fonctionne pas, on teste avec d'autres thématiques qu'on aura listées par rapport notamment au contenu froid. Moi, c'est ça que j'essaie de faire. Je ne sais pas Oui, si toi, comment tu... ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Il y avait d'ailleurs une question par rapport à. C'est un peu différent, mais c'était sur la publicité Facebook qui revient dans le fil d'actualité. À un moment donné, je posais une question aux étudiants en leur disant, mais ils me disaient, mais le problème de répéter trop un message, d'être trop vu, on en revient un peu au fait d'être trop régulier, peut-être de partager trop de contenu tous les jours, est-ce que c'est pas trop? Euh,
Et finalement, je me suis dit, mais j'ai posé une question simple aux étudiants. Je fais, est-ce que vous vous souvenez d'une pub que vous avez vue hier sur Facebook? Les gens me disent non, en fait. On ne se souvient pas d'une pub sur Facebook, comme on ne se souvient pas d'un. Je pense pas qu'on m'en voudra d'avoir fait un mauvais contenu ou un truc un peu moins pertinent à un moment donné. Ça restera pertinent, mais peut-être moins engageant, moins intéressant. Ça peut arriver. En effet, il y a cette problématique-là, c'est qu'il y a trop d'informations, mais l'information, elle vient de partout, donc c'est compliqué. Maintenant, ce qui est intéressant et ce qui reste intéressant avec les réseaux sociaux et le fonctionnement de l'algorithme, c'est que de toute façon, l'algorithme est fait pour que seulement le bon contenu remonte. Donc finalement, naturellement, quand je fais du storytelling et que j'atteins 90 000 vues, bah, il y a plein de gens qui vont le voir. J'ai même une amie que j'avais croisée par hasard la dernière fois qui m'a dit, mais j'ai vu ton post sur le fait qu'il soit fait virer. Et elle me disait, mais je vois tous tes posts. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me connecte sur LinkedIn, bah, il est en premier et je te vois et je vois ton contenu. Donc je pense qu'en effet, tu as raison sur le fait de sur la question qu'est-ce que je rédige. Je pense qu'en effet, faut pas trop se poser la question à un moment donné. Je pense qu'il faut tester, y aller. Il va rien se passer de très grave derrière. C'est un essai et même on peut être hyper transparent en disant voilà, je vais commencer à rédiger des Bien sûr, posts, c'est mon tout à premier fait. post, c'est un On peut essai. partager les résultats, c'est des choses Voilà, qui. exactement. Et du coup, ça va être hyper intéressant. J'ai une personne en ce moment qui partage, alors, je sais plus comment elle s'appelle, qui partage son jeûne. Elle fait un jeûne et elle partage l'entrepreneur qui fait ça. Et ça marche hyper bien. Je trouve ça hyper Je intéressant. crois que je vois de qui tu parles. Ouais, je l'ai suivi depuis 2 jours. Et je trouve ça hyper intéressant, son expérience autour du jeûne. Je pense que ces posts ont une viralité, mais au-delà du côté viral et tout ça, c'est juste que bah, c'est une histoire, il raconte son expérience et c'est hyper intéressant. Je pense qu'il faut en revenir là, je pense qu'on a tous quelque chose À d'intéressant à apporter aux dire. autres, tout à fait. C'est juste qu'à un moment donné, il y a des gens qui se sont posés un petit peu moins la question et qui se sont dit je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Et on se rend compte que bah, des fois ça marche bien, des fois ça marche moins bien. Des fois j'ai des posts qui font 500, 800 vues. J'en ai à 25, j'ai à 90, j'essaie de comprendre, j'en ai un seul à 90, j'essaie de comprendre pourquoi celui-là a fait plus que d'autres et essayer de retravailler le modèle pour essayer d'essayer de répéter ce format-là. Après, je pense que ce qui est le plus important, c'est de la valeur, c'est un état d'esprit. J'ai été contacté par un entrepreneur qui m'a dit j'aime bien la façon dont vous rédigez, la façon dont vous voyez les choses. Je pense qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Enfin, je pourrais pas te dire il faut exactement faire comme ça, rédiger comme ça. Je peux donner des modèles, je peux dire voyez, oui, vous avez 3 lignes sur un post, on voit que les 3 premières lignes. Donc là, oui, il faut capter l'attention, écrire quelque chose qui soit un peu fort. Maintenant, au-delà de ça, j'ai pas la bonne pratique. En fait, je pense que c'est en phase avec soi-même. C'est-à-dire que le contenu que tu proposes est pas le même que le mien. Mais en même temps, c'est lié aussi à nos personnalités, aussi à nos spécialisations, Bien les sûr, sujets sur lesquels on travaille. à ta vie aussi, enfin, c'est Exactement, c'est normal. exactement ça. Et du coup, il n'y a pas de. Voilà, je pense qu'il faut juste à un moment donné se lancer et dire tiens, je vais voir ce que ça donne, je vais expérimenter le fait de partager des contenus. Alors, du coup, Tout à fait. pour continuer un peu là-dessus, est-ce qu'on peut parler un peu des tendances en ce moment de LinkedIn? Il a été racheté il y a plusieurs mois Ouais. par Microsoft. Moi, j'avais un peu peur. Moi, je pensais que LinkedIn avec Microsoft, ça allait devenir. Enfin, je sais pas, je me suis dit, une grosse boîte qui vient comme ça, qui rachète LinkedIn, qui est déjà une grosse structure, je me suis dit, ça va pas être bon. Et en fait, je trouve que c'est de mieux en mieux. Ils ont quand même testé pas mal de choses et je pense que ça ira de mieux en mieux. Et pour le coup, je pense que c'est vraiment l'un des réseaux en ce moment qui est en pleine croissance et je pense que c'est maintenant qu'il faut y être. Du coup, c'est quoi les tendances que tu as senties ces derniers Mais temps? là, clairement, ce qu'on voit comme tendance, c'est que aujourd'hui, en fait, LinkedIn, on s'aperçoit il y avait pas mal de réticences parce que c'était une interface qui était très, très technique, je dirais, qui était faite par un peu des gens techno, quoi, Ouais, et qui était moins fluide, moins ludique, par exemple, qu'un Facebook, quoi. ouais. Donc, clairement, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est beaucoup mieux quand même au niveau de l'expérience utilisateur. Ça, c'est primordial aussi pour les plateformes. Et moi, je crois qu'en termes de tendance aussi, qui vraiment sont la preuve aussi que LinkedIn va devenir aussi un réseau qui va grandir de plus en plus, c'est notamment Plus humain aussi aussi, peut-être. plus Ouais. humain, tout à fait. C'est par exemple ce qu'on voit aussi sur tout ce qui est, toutes les vidéos, notamment natives. Et je crois qu'aussi même le live va arriver dans pas longtemps. Donc clairement, quand LinkedIn se pose ce genre de questions sur se dire, OK, les gens qui vont publier du contenu, je leur mets à disposition plusieurs façons de publier du contenu, ça veut dire qu'il y a des opportunités de prise de parole. Voilà. Et moi, je crois par exemple qu'aujourd'hui, il est sûr que quelqu'un qui va par exemple s'obliger à créer du contenu, peut-être aussi de manière aussi un peu plus avec la vidéo,
pour moi, c'est une tendance qui est vraiment pas à négliger. Donc ça, moi, c'est la tendance la plus importante que je vois sur LinkedIn, parce qu'après, la partie vraiment groupe, je dirais communauté directement dessus, je l'ai déjà utilisé et j'ai pas l'impression que les groupes LinkedIn soient très très actifs. Et d'ailleurs, c'est marrant que t'en parles parce que j'ai fait un post, je crois que cette semaine ou la semaine dernière là-dessus, parce que j'étais comme toi, on me parlait, alors j'ai échangé avec une personne sur LinkedIn qui me parlait des groupes en disant, elle, je crois qu'elle est dans le domaine plutôt international, qu'elle utilise des groupes et qu'elle arrive à faire de l'acquisition. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je vais aller voir du côté des groupes ce qu'on peut avoir. Et j'ai eu pas mal d'échanges de la part de plusieurs personnes qui m'ont dit, c'est vrai que les groupes francophones, il y en a très très peu. Je crois qu'il y en a un seul sur le social selling, d'Antoine David, qui est assez actif, D'accord. semble-t-il. Et après, les autres, il y en a très peu. On est beaucoup dans l'autopromotion. Il n'y a quasiment pas d'interaction, pas de commentaires. Et en plus, les groupes aussi, de plus en plus, il y a pas mal aussi d'experts, notamment sur le social selling, qui aussi transfèrent aussi leur groupe ou qui dupliquent aussi sur Facebook. Ouais. Donc, clairement, on ne sait pas forcément trop qu'est-ce que ça va être comme évolution. Mais, enfin, voilà, justement, oui, en parlant de tendance, moi je dirais vraiment que pour moi, c'est la vidéo native qui est pour moi une grosse tendance, une grosse évolution Tu as déjà essayé de d'ailleurs, non? LinkedIn. J'ai essayé, voilà, j'en ai fait qu'une, Ouais, moi clairement, j'aimerais bien par exemple pouvoir installer un type un peu comme une chronique, ouais. voilà, où je fais par exemple Un un rendez-vous. format court, un Ouais, format genre une minute 30, parce ouais. que je considère aussi que les réseaux sociaux aussi, il y a une volatilité sur les audiences qui sont très importantes, donc il faut capter les gens rapidement, et ça peut être très bien, voilà, le conseil flash du jour, ça peut être la découverte du jour, enfin voilà, et là je partage en fait en direct en me montrant tel que je suis, c'est-à-dire je suis dans la rue, j'ai mon téléphone, je me filme comme ça directement, et en essayant de transmettre, d'apporter un maximum de valeur aux gens qui me suivent. Voilà. Moi, c'est ça que je considère comme tendance. Je sais pas toi si tu as, des choses qui... Sur la vidéo, j'ai testé, je voulais commencer à m'y mettre. Et en fait, la première vidéo, alors pour l'instant, j'en ai publié comme une seule. Et c'était une vidéo tutoriel. Oui, mais alors toi, tu as testé vidéo tutoriel, mais sans qu'on voit ta tête. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi, je pense, moi aujourd'hui, très clairement, sur tout ce que j'expérimente aussi, tout ce que je lis aussi sur les réseaux sociaux, il ne faut pas se leurrer. Si on voit des personnes, c'est pas pour rien que les selfies ça a cartonné. Je prends souvent cet exemple, pardon. Je suis persuadé, par exemple, que toi, Julien, si tu faisais des vidéos où on voyait ta tête, qui étaient quasiment les mêmes vidéos que tu pourrais faire en tutoriel, peut-être pas à l'identique, on peut pas faire forcément la même Ouais, chose, mais je pense que tu aurais une visibilité plus importante ouais. parce que les gens, on est des êtres humains et quand même, on a un aspect aussi empathie, un aspect aussi émotionnel qui entre en jeu quand on voit des gens Ouais, qui le sont en visage, vidéo. ouais. Pareil sur les photos. Oui, ouais, j'ai partagé quelques selfies, en effet, ouais, de formation que j'ai pu faire ou de Ouais. conférences, et en effet, l'impact n'est pas le même. En tout cas, même sur l'engagement, on sent qu'il y a quand même une différence. Donc là, il y a une certaine, il y a peut-être une réflexion autour de la mise en scène qui devient essentielle. Ouais, c'est sûr que ça Moi, je devient. mettrais ça comme tendance. Et après, Ouais, vraiment aussi, le fait aussi sur LinkedIn, peut-être aussi de publier un peu plus de texte. On peut s'autoriser à faire ça. Les gens lisent un peu plus sur LinkedIn. Et aussi de faire en sorte que dès qu'on a un contenu externe à publier, on ne va pas le partager dans le post en lui-même. C'est-à-dire qu'on va le partager, on va dire aussi, vous aurez le lien dans le premier commentaire. Alors, c'est marrant parce que je voyais une publication de toi, Julien, je crois que c'était avant-hier. Une personne ne comprenait pas pourquoi tu avais mis le lien dans le premier commentaire. ouais. Et en fait, voilà, c'est clairement que les réseaux sociaux, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent que les gens restent sur la plateforme. D'accord. Donc, ils vont pénaliser de plus en plus. Chacun a entendu parler notamment par rapport à YouTube, quand on publie un lien YouTube sur Facebook, voilà, que Facebook coupe notamment le reach. C'est la même chose sur LinkedIn. Donc, c'est pour ça que si vous avez un lien à partager, partagez-le de façon automatique sur le premier commentaire. Et vous verrez, faites le test, vous aurez, je pense, des meilleurs résultats. Ouais, complètement. Ok, sur les tendances. Du coup, sur la partie acquisition client, sur le fait d'animer régulièrement son profil LinkedIn, est-ce qu'on arrive à faire un peu d'acquisition de clients? Est-ce que toi, tu as eu des résultats ou des contacts ou avec des... Alors moi, clairement, aujourd'hui, LinkedIn, je me considère comme en phase de construction. C'est-à-dire que je suis là pour... je crée mon équipe. Enfin, l'équipe, c'est moi. Mais je veux Ouais, dire, vraiment, je construis mon expertise. Hein. C'est clairement, clairement, je suis dessus pour ça. Mais je peux donner un très bon exemple sur le post, par exemple, que j'ai fait à 60 000 vues. Après, je disais à la personne, si elle voulait notamment recevoir l'extension, je lui ai envoyé un message privé. Donc, je lui ai envoyé, souvent, c'était des gens que je n'avais pas en relation, je lui ai envoyé une demande personnalisée de mise en relation où je mettais du coup l'extension en lien. J'aurais pu très bien me servir de ce premier canal pour faire justement un canal de vente, un canal d'acquisition. Je ne l'ai pas fait parce que
je considère que c'était déjà aussi c'était un essai pour moi, mais après, je suis en train de me poser la question comment je peux justement me servir aussi de LinkedIn pour, une fois que j'ai réussi à capter des gens, justement leur proposer une transformation et faire un closing sur de la presta ou même sur du coaching personnalisé. Donc moi j'essaie de faire ça et après je n'hésite pas aussi quand je vois aussi des personnes qui interagissent sur mes publications, si je ne les ai pas en relation, alors je ne le fais pas toujours, de les demander en relation en leur disant vous avez interagi avec moi sur ce commentaire-là, est-ce qu'on pourrait échanger à ce sujet? Voilà. Et moi je fais ça. Et après aussi sur chaque personne qui m'ajoute aussi sur LinkedIn, donc j'accepte et après j'envoie un message automatique. Bon, des fois c'est automatisé, des fois c'est moi qui le fais. Où en fait je dis à la personne, par exemple je lui dis que moi ce serait un plaisir d'échanger avec elle. Je suis persuadé que quand on rencontre des personnes, ça m'est arrivé, on n'est pas forcément là pour faire une vente de suite, mais la personne au moins saura qu'on existe. Et peut-être que dans 2-3 mois, elle pensera à nous. Donc c'est vraiment sur du moyen terme. Moi, j'essaie de me fixer comme objectif dans mon acquisition, c'est rencontrer des personnes. Et là, clairement, aujourd'hui, par rapport à la visibilité qui augmente, moi, je fais en moyenne sur mes posts, ça commence je dois être entre 3000 et peut-être 6000, c'est à peu près la moyenne de ce que je fais. Mais je vais essayer justement maintenant de me consacrer sur vraiment, par rapport à cette visibilité, comment je peux le transformer en client, ou au moins, je dirais, en personnes qui vont me reconnaître. Voilà, moi, c'est ça que j'essaie de faire. Et après, juste pour terminer, après, je mets aussi en place une stratégie aussi de gros hacking où, notamment, 2 fois par semaine, j'utilise un outil qui s'appelle The Inviter sur LinkedIn et je peux envoyer directement des demandes en relation ciblées de façon personnalisée. Alors là, par exemple, j'ai ciblé par exemple, les DRH, j'ai ciblé aussi les gens qui sont dans les écoles de formation. Voilà, et ça me permet aussi d'augmenter aussi mon nombre d'abonnés et de pouvoir aussi faire des demandes en relation personnalisées pour aussi toucher des personnes plus facilement. Ouais, comme tu dis, je pense qu'en effet, LinkedIn est en fait un canal d'acquisition. Alors, moi, je le vois dans le sens où il y a un certain nombre de gens qui m'ajoutent. Alors, je suis pas du tout comme toi encore proactif, mais il faut que je me pose la question à m'y mettre. Les gens m'ajoutent ou me suivent. Et je pense qu'en fait, les prospects sont intéressés par ce dont je parle. Et ils sont plus ou moins, il y en a qui sont très chauds, qui me contactent, qui m'ajoutent, qui m'envoient un message en disant j'aimerais bien qu'on échange par téléphone. Et d'autres, je pense qu'ils ont besoin d'un peu plus de temps, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être 6 pour d'autres, qui ont un besoin mais qui n'ont pas là le temps. Voilà, il faut à un moment donné, peut-être un poste va déclencher cette prise de contact par message en disant bah voilà, j'aimerais bien qu'on discute par téléphone. Ça, c'est la première chose, c'est qu'à partir du moment où les gens me suivent, je pense qu'ils sont déjà dans un processus. Il faut juste derrière les activer. C'est pour ça aussi que j'ai cette volonté. Je suis vraiment dans une stratégie d'une bande marketing hyper classique, et toi aussi. C'est vraiment de partager de la valeur ajoutée du contenu et faire venir les gens à nous. Et je pense aussi que c'est lié aussi, enfin, en une personnalité, je suis assez mauvais, moi, en façon, le fait d'être actif et d'être commercial, d'aller chercher la personne, d'être sentir. Par contre, je pense qu'il est important de faire, c'est quand les gens nous ajoutent, quand on est en contact avec des gens, d'essayer de comprendre leurs besoins, leurs problématiques. Moi, je sais qu'il y a des gens que j'ai ajoutés suite à des rencontres dans des salons, par exemple. Je sais qu'ils ont un besoin, par exemple, sur LinkedIn. Donc, plutôt que de leur vendre une formation tout de suite, je sens qu'ils sont intéressés, mais ils ont peut-être besoin encore un peu de preuves par rapport à ce que je leur dis, donc ils vont lire mon contenu. Mais à un moment donné, quand il y a un super contenu qu'on va faire, par exemple, que je vais faire sur LinkedIn, c'est lui envoyer un petit message privé en disant bonjour, peut-être que tu n'as pas vu mon contenu, ça pourrait peut-être t'intéresser sur LinkedIn et tout ça. Est-ce que tu veux qu'on en reparle ou ce genre de choses? Et je pense que c'est bien aussi d'arriver à identifier les différents prospects selon leurs différents besoins et à un moment donné, utiliser en fait les messages privés pour leur envoyer en fait cette valeur ajoutée ou ce guide-là en disant voilà, tu vois, j'ai rédigé un guide là-dessus, ça on est sûr qu'en fait ils le lisent, qu'ils le reçoivent et ça permet aussi de se reconnecter avec ces gens-là, parfois quelques semaines ou quelques mois après. Et du coup, peut-être à ce moment-là, de les relancer, de leur dire bon, à ce moment-là, est-ce qu'une formation t'intéresserait ou ce genre de choses. Ça, on est 100% d'accord. Et moi, je pars du principe aussi que quand on donne, au bout d'un moment, on va recevoir. Voilà, donc je crois qu'il y a un principe aussi de réciprocité qui se met en place. Et très clairement, nous, ce qu'on fait, voilà, on le fait aussi parce qu'on est passionné par ce qu'on fait et qu'on aime aussi transmettre. Mais attention, on n'est pas non plus des philanthropes. L'objectif, quand après, c'est de faire de l'acquisition et aussi de vendre, pourquoi pas de la formation, des prestations, du conseil sur ce qu'on fait. Mais très clairement, je dirais qu'une personne qui se positionne, c'est comme quelqu'un quand vous avez une demande en relation directement sur LinkedIn et qu'on vous propose directement de prendre un rendez-vous. Des messages très longs. Voilà, très long et ça a un aspect très intrusif. Moi je crois qu'il faut déjà
s'intéresser à la personne, c'est comme quand on contacte un influenceur, d'abord on valorise, on s'intéresse à la personne, on plate un peu ce côté narcissique, je crois qu'il ne faut pas se leurrer par rapport à ça, et ensuite, si on voit notamment qu'il y a des atomes crochus, on se sert de ça pour établir une relation et pour justement après pouvoir essayer de faire, d'avoir des prestations avec cette personne. C'est ça. Et je pense même au-delà même dans sa façon d'agir sur LinkedIn, j'ai l'impression que il faut essayer, ça c'est pas forcément évident, mais peut-être de moins liker les contenus et peut-être aussi de plus les commenter. Et je pense que ça peut être aussi intéressant d'interagir aussi avec son réseau. Liker en soi c'est rapide, ça n'a pas forcément de valeur, mais de ne pas hésiter à laisser un commentaire quand on a quelque chose à dire. Tout à fait. Et je pense que ça aussi en termes de visibilité sur même des plus gros influenceurs, où moi finalement je fais plus vraiment de différence quand je laisse des commentaires entre un gros influenceur et quelqu'un dans mon réseau qui a beaucoup moins de gens. Je pense que quand ça apporte quelque chose, en tout cas moi j'ai quelque chose à dire qui apporte de la valeur, je le fais en fait. Je me dis, et je sélectionne pas selon la taille de la personne. Je me dis pas, il faut absolument que je trouve quelque chose à dire sur ce poste-là. Je crois qu'il faut pas Oui, se oui. forcer, ça vient naturellement. Et je pense que dans la façon aussi d'acquérir, il y a le partage de contenu qu'on va faire soi-même, on va partager, mais aussi dans la participation, dans son engagement global, en passant des messages, en montrant un état d'esprit. Je pense que de laisser aussi des commentaires sur le post Bien d'autres sûr, personnes, bien sûr. voilà, je trouve que c'est aussi important ça. C'est ouais, c'est tout à fait. Je crois que c'est un juste milieu de se dire, par exemple, voilà, là, on va terminer du coup sur vraiment des choses pratiques, sur ce qu'on, même si je pense qu'on a déjà fait quand même pas mal le tour. C'est par exemple de se dire, de se faire, voilà, vous avez un planning à la semaine, vous dites, ok, le lundi, par exemple, moi par exemple, c'est ce que je fais. Bon, alors après, bien sûr, il faut avoir une autodiscipline, on est d'accord, on revient sur les habitudes. Par exemple, c'est de se dire, ok, le lundi, je vais essayer d'ajouter 5 personnes de façon personnalisée. Le mardi, par exemple, je prends 10 minutes, je vais interagir avec des commentaires ou en reprenant un contenu, en essayant de mettre une citation en plus, ok, sur des choses qui m'intéressent. Le mercredi, je vais essayer de demander à une personne qui est dans mon réseau, peut-être qu'on se voit, par exemple, s'il est sur Paris ou s'il est dans ma ville. Ok, comme ça, je peux petit à petit construire une régularité et voir aussi pour mesurer les résultats. D'accord. Et avoir une rigueur par rapport à ça, et peut-être de se dire aussi, le vendredi, je rajoute 5 personnes dans mon réseau que je ne connais pas. Voilà. Moi, je dis vraiment, ajouter des personnes qui peuvent vous intéresser, n'ajoutez pas des personnes pour ajouter des personnes. Voilà. Nous, moi aujourd'hui, je suis plus dans une phase où j'essaie aussi, il ne faut pas se leurrer, d'augmenter ma visibilité. Donc, il m'arrive assez rarement quand même de refuser des personnes qui me contactent sur LinkedIn. Mais je pense après que, par exemple, type un commercial ou même quelqu'un qui a vraiment une volonté professionnelle pure par rapport à son métier, je crois aussi qu'il y a un intérêt pour aussi se connecter avec des personnes qui peuvent pour vous représenter des opportunités. Et est-ce que, finalement, je me rends compte qu'on n'a peut-être pas parlé de ça sur la partie contenu. Est-ce qu'il y a un moment dans la journée plus propice à publier un contenu? Alors, moi, tu me diras toi ce que t'en penses. Moi, sur ça, toi, je crois que tu publies le matin, Ouais. c'est ça. Moi, j'ai pas forcément d'heures privilégiées. Pourquoi? Parce que je me rends compte que sur LinkedIn, vu que il y avait d'ailleurs un post qui était passé d'une personne qui disait faites des tests, publiez telle heure et telle heure. Moi, je considère que si le contenu est pertinent, vu qu'il a une durée de vie plus importante, Ouais. il sera visible. Il trouvera son Il auditoire. trouvera. Après, moi, j'ai pas forcément d'heure fixe. Voilà. Ça dépend aussi de ce que j'ai envie de dire, si Ouais. j'ai le temps. Si, voilà. Après, ça peut être, voilà, c'est chronophage, c'est sûr, ça prend du temps. Mais peut-être que toi, par rapport à ce que tu fais, tu as testé par rapport à d'autres heures de publication. Oui, j'ai testé à 15h, j'ai pu tester à 17h. Maintenant aussi dans ma routine quotidienne, j'ai pris l'habitude de publier D'accord. le matin entre 7h30 et 8h30. Euh, Après, ça marche plus ou moins bien. Mais du coup, plus parce que c'est une routine que Ouais. forcément parce que c'est peut-être pour toi l'heure la plus. Tu as constaté que c'est peut-être pour toi l'heure la plus efficace. En même temps, je pense que en fait, c'est la plus efficace. C'est D'accord. là où j'ai vu les meilleurs résultats. Quand j'ai publié l'après-midi, ça marchait moins bien. En même temps, tu as raison. Je pense que il y a aussi un lien avec la qualité du contenu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors le timing est quand même important, mais je pense Ouais. que en effet, publier un contenu, enfin, quand on fait du bon contenu, il devrait trouver l'audience et les gens vont interagir avec le Tout à contenu. fait. Je pense que la problématique aussi, elle vient de ça. C'est-à-dire que si on se pose peut-être trop la question du timing, c'est peut-être qu'il y a en fait au départ un problème de contenu.
Donc peut-être Oui, oui. réfléchir Et en plus, parce que moi, parmi les contacts que j'ai des gens qui se connectent peut-être 2 fois par semaine sur LinkedIn, mais à chaque fois qu'ils se connectent, ils ont mon post qui revient en premier. Ouais. Voilà, donc ça veut clairement dire que on parlait de Twitter, de l'aspect aussi que c'était compliqué pour la durée de vie des contenus. Sur LinkedIn, ça veut dire que j'ai une énorme durée de vie. Donc, à mon avis, le conseil que je pourrais donner par rapport à ça, c'est qu'au niveau des heures de publication, on entend tout et n'importe quoi. Concentrez-vous, comme a dit Julien, sur la qualité du contenu et qu'est-ce que vous avez à apporter aux autres. Voilà. Ou qu'est-ce que vous pouvez faire pour notamment relayer du contenu ou faire même de la curation, hein. Ça peut être un très bon début. Vous avez de la veille, vous relayez votre veille directement sur LinkedIn. C'est un très bon moyen aussi de commencer. On n'est pas là pour non plus tout le temps avoir des choses à dire au niveau de votre expertise. Super. Merci Julien. Merci à toi, Julien. On a fait le tour sur ce premier retour d'expérience qu'on va réaliser une fois par mois. Voilà, il y aura 3 interviews par mois et puis il y aura un épisode sur un retour d'expérience. Donc, voilà, et je pense juste à quelque chose pour terminer, j'y reviens, j'ai l'idée maintenant. Au niveau aussi des publications, ce qui je pense aussi peut être intéressant, c'est aussi de savoir quelles sont les attentes aussi des gens qui vous suivent, en posant des questions par exemple. Voilà. Alors ça se fait beaucoup sur les gens qui font tout ce qui est infopreneuriat ou qui vendent aussi des prestations, mais on peut très bien aussi poser la question, je ne sais pas, par exemple, typiquement vous travaillez, hier soir j'étais avec des personnes qui travaillent au Sénat, que j'ai formé sur Twitter, mais ça peut très bien être, ils peuvent très bien me poser la question sur LinkedIn, qu'est-ce que vous seriez intéressé d'avoir comme information par rapport à ce que je fais notamment en tant qu'assistant parlementaire. Et après, ce qui est intéressant, c'est que vous parlez directement à votre avatar. Voilà. Et l'avatar, le persona, c'est primordial aussi de pouvoir entrer directement en empathie avec les gens qui vous suivent. Voilà, excusez-moi pour... Super, super, c'est un dernier conseil très pertinent. Merci à vous, j'espère que l'émission vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle interview. Et n'hésitez pas du coup à nous laisser, si le podcast vous a plu, à nous laisser une évaluation sur iTunes, c'est vraiment ce qui va nous permettre de gagner en visibilité. Donc voilà, ça prend 1 à 2 minutes et on sera très content de pouvoir bénéficier de votre aide. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une évaluation sur iTunes. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn à Julien Bréal et Julien Pibouret. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.